Parce qu'on est à un tournant géopolitique et historique. C'est un recueil qui s'étale sur des chroniques qui s'étalent sur 4 années, de juillet 2015 à juillet 2019, qui analyse et décrypte l'évolution du sionisme au sens large, c'est-à-dire la géopolitique d'Israël au Proche-Orient, l'influence du sionisme et du lobby sioniste à l'échelle internationale, notamment en Occident, et l'évolution, notamment politique et géopolitique, en Occident et leur rapport au sionisme et à Israël. Et effectivement, effectivement, on est à un tournant et je voulais publier ces chroniques pourquoi? Parce qu'elles constituent un prolongement du dernier chapitre de mon ouvrage qui s'appelle Occident Islam tome 1 sur sa genèse messianique du sionisme, un ouvrage qui se terminait sur un chapitre concernant, analysant, décryptant la géopolitique du sionisme. Et donc je me devais d'actualiser ce travail d'analyse sur la géopolitique du sionisme à l'international. Et alors, très souvent, on reproche aux critiques du sionisme et d'Israël de tout réduire au sionisme ou de dire, par exemple, nous, Français, nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe au Proche-Orient. Ce que j'explique depuis plusieurs années, notamment dans le tome 1, et là, plus en profondeur sur le plan géopolitique, c'est que le sionisme n'est pas seulement un projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte. C'est un projet religieux, messianique, qui a des ramifications internationales. L'influence de l'État d'Israël, la puissance plutôt de l'État d'Israël ne réside pas en son sein dans l'État hébreu, mais dans les pays occidentaux où réside la diaspora juive qui historiquement a soutenu, notamment financièrement, le foyer national juif, donc sa création, et l'État d'Israël, mais également, via le lobby pro-israélien, exerce une influence sur les politiques des États-Unis et des pays européens en faveur d'Israël, et éloignant les pays occidentaux, là notamment la France, de ses intérêts géopolitiques. Et on l'a vu notamment depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, un tournant néoconservateur de la politique française qui a causé des dizaines, des centaines de milliers de morts, notamment en Libye, la mort de soldats français et des centaines de millions d'euros ponctionnés dans les portefeuilles du contribuable français. Donc ça a un impact très réel, très concret, et qui met en danger la France, notamment avec l'augmentation des attentats terroristes, parce que l'alliance avec Israël est un package complet. S'allier à Israël, c'est aussi s'allier aux pétromonarchies du Golfe, alliés d'Israël, qui financent et qui arment, surtout financent, l'armement c'est plutôt les Occidentaux, les groupes terroristes qui ensuite se retournent contre les populations européennes. Ça fait partie d'un agenda et ça fait partie du volet communication de cet agenda. Si on voit ce qui s'est passé ces dernières années, avec l'arrivée de Macron à la présidence, au pouvoir, on a eu, une diminution de l'influence des réseaux néoconservateurs en France. Et depuis l'année dernière, notamment avec le tournant, la convention de la droite, l'alliance Zemmour, Marion Maréchal-Le Pen, on a eu immédiatement un regain alors il y a eu un attentat terroriste qui a eu lieu quelques jours après le discours d'Éric Zemmour, voilà, exactement, et on est revenu à la période post-11 septembre, néoconservatrice, anti-islam, avec un focal sur l'islam et sur des faits divers impliquant des gens issus de la communauté maghrébine, parce que des faits divers, il y en a tout au long de l'année. Et simplement,
les médias prennent à l'instant T ou sur une période la décision de faire un focal, un grossissement sur ces faits divers et leur donner une importance plus grande encore qu'elle n'en a. Oui, alors les tensions, elles existent et ça permet d'exacerber ces tensions qui existent, qu'il ne faut pas nier, et ça permet aussi de justifier cette alliance israélo-française, judéo-droitière, avec les sorties d'Éric Zemmour ou encore d'Alain Finkielkraut qui reprend la thèse d'un de mes livres, La mystique de la laïcité, et qui parle de judéo-républicanisme, etc. Et essayer en fait de, par un discours un discours qui réécrit l'histoire, essayer de rattacher la France traditionnellement catholique au judaïsme, tout comme les États-Unis et l'Angleterre sont rattachés par l'évangélisme au judaïsme, le judéo-protestantisme. Et la France ne connaît pas cette tradition-là, elle ne l'a jamais connue, et ils sont en train de la fabriquer de toutes pièces en s'appuyant sur une stratégie aussi vieille que le livre d'Esther, ce que j'explique dans Occident Islam tome 2, qui s'appelle la violence par tir interposé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent justifier une alliance temporaire, leurs alliances sont toujours temporaires, que par la désignation d'un ennemi, d'un adversaire commun. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'islam, mais s'il y avait une population chinoise plus importante, ou si l'ennemi d'Israël avait été un pays bouddhiste, eh bien, on aurait eu une alliance judéo-chrétienne contre une minorité bouddhiste. Ils n'ont pas une haine intrinsèque envers l'islam. Pour eux, l'islam est un outil, un abcès de fixation qui leur permet cette alliance avec la droite conservatrice, qu'on peut appeler plutôt néoconservatrice, sachant que le néoconservatisme américain, le noyau dur du néoconservatisme américain est juif. Il faut prendre les choses à plusieurs niveaux, parce que la migration, les mouvements migratoires sont un problème pas seulement français, mais aussi un problème africain. Si vous voyez, les pays nord-africains notamment ont à gérer des flux migratoires qui ont explosé compte tenu des conflits, certes, des conflits militaires, mais aussi sur la plus longue durée, à cause d'un mouvement idéologique qu'on appelle en fait le libre-échangisme généralisé, qui a été institutionnalisé, imposé aux pays occidentaux, en fait au monde entier, via les institutions internationales qui sont nées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, après les accords de Bretton Woods. Donc c'est pas seulement une question raciale, c'est une question démographique, une question économique, une question sociale, avant d'être une question religieuse. J'ai aucun problème à critiquer l'immigration, bien que je sois moi-même issu de l'immigration, parce que j'ai conscience que c'est un problème qui est global et qui est une des conséquences du libre-échangisme généralisé, qui implique la libre circulation des capitaux, des biens et des hommes, et qui a eu pour conséquence historiquement d'abord appauvrir les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde, c'est-à-dire l'Afrique, les pays d'Asie du Sud-Est, etc. Donc on a en fait un pouvoir anglo-américain qui a été utilisé par des institutions financières judéo-protestantes pour créer des institutions internationales et faire plier les peuples et les pays à leur volonté et les réduire en esclavage. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la pédagogie, expliquer que les mouvements migratoires ne sont pas naturels, ils sont la conséquence de décisions politiques bien précises et influencées par des idéologies bien déterminées. Et il faut, bien sûr, quand on s'occupe de ces problèmes-là, les sérier et ne pas mélanger les questions religieuses à ces questions-là, démographiques, etc. Parce qu'on vient coller sur tous ces problèmes-là que j'ai énumérés rapidement, un seul mot, l'islam.
En quoi l'islam est responsable des accords de Bretton Woods, de la libéralisation des flux de capitaux et des mouvements migratoires? C'est une des conséquences de ces problèmes-là. Donc moi, ce que je dis aux gens qui disent repartez chez vous, je dis d'accord, mais posons le problème sur la table et posons tous les problèmes. N'attaquons pas simplement les conséquences de ces problèmes, mais remontons aux causes. Remontons aux causes premières et remontons aux responsables premiers. Alors, je pense qu'il a échoué pour des raisons d'organisation, parce que celui avec qui il s'était associé, Michael Modrikamen, était un individu peu fiable, qui se faisait en fait, qui était un Belge, qui se faisait passer pour un Juif, et c'est lui en fait qui a créé The Movement. Bannon n'en était que la vitrine. Par contre, alors, son projet à Bannon a échoué, mais le projet continue, puisque là récemment, on a eu une conférence internationale, enfin européenne des nationalistes en Italie, organisée par qui? Par un philosophe israélien, et était invité Marion Maréchal Le Pen. Donc ce projet que j'appelle le piège du nationalisme israélo-compatible, dont vous trouverez un article dans Chronique du sionisme, est un mouvement plus profond que ça. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, parce que ça a été influencé par le lobby pro-israélien en Europe, en Angleterre précisément, et qui se situe dans la continuité du néoconservatisme américain, et qui a pour objectif d'importer en Europe le néoconservatisme, à savoir l'occidentalisme, en gros, qui rattache Israël à la civilisation européenne, chrétienne, et qui, on est toujours dans cette continuité historique, dans ce projet de soumission des nations occidentales au lobby pro-israélien et à l'agenda israélien. Donc Steve Bannon a échoué, mais il faut se souvenir que Steve Bannon est un Irlandais. Donc même du point de vue du lobby pro-israélien de gauche, c'est-à-dire l'Anti-Defamation League aux États-Unis, Steve Bannon est un antisémite qui a été adoubé par le lobby pro-israélien de droite, comme Sheldon Adelson. Même Sheldon Adelson a pris ses distances avec Bannon. Donc maintenant, ils en sont arrivés à faire le travail eux-mêmes, c'est-à-dire aller chercher un philosophe israélien qui a écrit un livre récemment où il essaye, une fois de plus, d'opérer la synthèse entre la nation européenne, la nation moderne européenne, et l'influence supposée du judaïsme de la Bible hébraïque sur la naissance des nations européennes. Donc en fait, il fait du Zemmour à l'échelle continentale. Et c'est lui qui a organisé cette conférence internationale à laquelle a participé Marion Maréchal Le Pen. Donc ça continue. Il faut voir que Steve Bannon n'était qu'un épisode, et que ce projet d'alliance judéo-chrétienne à l'échelle européenne remonte à loin. Et pour ce qui est de ce lobbying bien précis, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors vous en avez plusieurs, notamment en Angleterre, puis ils ont pris... vous avez par exemple dans le Parti conservateur en Angleterre, The Conservative Friends of Israel, ou alors dans le Labour, le Parti travailliste, The Labour Friends of Israel, les amis travaillistes d'Israël. Et puis, vous avez la version européenne à Bruxelles, The European Friends of Israel. Voilà. Et vous en avez d'autres comme ça. Il y a une étude qui est parue sur le lobby pro-israélien en Europe. Et tout ça est très très bien documenté, mais j'aurai l'occasion d'y revenir.
Oui, alors je vais sur le site d'Égalité et Réconciliation, mais et même plus que ça, j'alimente pas mal le site d'Égalité et Réconciliation en articles venant notamment d'Israël, etc. Donc ils reçoivent beaucoup des articles que vous voyez sur la revue de presse sont envoyés par votre serviteur à la rédaction de R, donc je participe activement. Voilà.